Bonjour à tous. J'ai cette responsabilité là d'ouvrir le débat. Alors, on est traditionnellement des gens qui donnons beaucoup d'infos, beaucoup de données. Je vais essayer, aujourd'hui on s'est posé la question, on va peut-être en donner pas tant que ça, parce que le sujet est vaste, mais on va beaucoup s'intéresser aux best practices, hein, et échanger avec vous. Et après, je pense qu'on pourra certainement networker pour creuser un certain nombre de sujets. Alors, on s'est posé d'abord la première question, c'est ce qu'on allait mettre comme titre. Alors, m'en veuillez pas, c'est en anglais. Non pas parce qu'on n'a pas eu le temps de le traduire, mais c'est presque une volonté. On a un peu de mal, hein, d'une certaine manière, donc c'est pas non plus de l'affectation. Je vais utiliser sans doute pas mal de termes anglais. Et puis comme on n'est pas québécois, on ne va pas traduire forcément download en téléchargement, insight, etc. Donc je vais faire un petit peu de franglais, mais je pense que c'est pas bien grave. On s'est posé cette question, the buying power of retail apps, on aurait pu dire presque en français la puissance de feu, hein. C'est vraiment quelque chose on est vraiment persuadé que les choses, il se passe vraiment beaucoup de choses, et c'est pas à vous, je vais l'expliquer bien évidemment. En revanche, l'idée c'est quand même de vous donner un petit peu une vision big picture de l'extérieur, puisque c'est un peu notre métier. Quelques mots sur Apani, parce que je ne suis pas certain que vous nous connaissiez tous. Aujourd'hui, on a pour vocation en fait d'aider l'ensemble des acteurs de l'économie, de l'app économie mondiale, à prendre de meilleures décisions et surtout à bâtir de meilleurs app business au travers d'un ensemble de données, d'insights qui se retrouvent pour l'essentiel au sein d'une plateforme. Alors, c'est bleu ici, c'est bleu et c'est assez intéressant parce qu'on est un peu dans cette situation de ce que les Américains appellent le Blue Ocean, c'est-à-dire qu'on a depuis 10 ans, pas 10 ans maintenant, depuis 6 ans maintenant, on a développé cette activité et on est vraiment sur un marché des big data sur lequel on a passé la barrière de corail et on a vraiment pas beaucoup de concurrents finalement au niveau mondial. On a à l'intérieur du lagon beaucoup de gens qui sont sur des problématiques extrêmement intéressantes, très fines sur l'analyse des données et des comportements à l'intérieur des apps au travers de SDK. Nous, on n'est pas du tout sur ce marché. On ne parle pas de SDK chez nous, mais plutôt sur l'analyse du marché global, du marché international, avec une vision à la fois ultra globale et ultra locale. Alors, cette façon de nous présenter, elle est relativement récente, et en fait, elle fait le lien avec disons le cheminement de la stratégie mobile, de tout publisher, de tout éditeur d'applications. Donc, ce sur quoi on s'attache, et ça correspond finalement à des produits chez nous, c'est les 3 R ici, hein. Reach, Retention, Revenue, et ça correspond également au tunnel, à l'entonnoir, excusez-moi, de la façon dont vous finalement développez et déployer vos applications. Donc tout en haut, on va s'intéresser évidemment aux downloads. Comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va attirer les utilisateurs, comment est-ce qu'on va faire du user acquisition de plusieurs manières que vous connaissez, l'acquisition payante, l'App Store Optimization pour générer de la croissance organique et de l'acquisition organique, et puis la viralité, word of mouth, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces efforts et qu'on a dépensé pas mal d'énergie et probablement un petit peu d'argent pour attirer ces utilisateurs, tout l'enjeu, et c'est vraiment l'explosion aujourd'hui qu'on constate, c'est l'explosion des usages. Et donc, il faut les retenir, les engager, pour ensuite, une fois que vous les avez fidélisés, eh bien, en fin d'entonnoir, j'allais dire, inventer des méthodes de monétisation et qu'elles soient d'ailleurs sur de l'App Store, de l'in-app purchase ou de l'in-app subscription ou ce qui n'est pas le modèle le plus fréquent, mais des applications payantes. Et puis également au travers de la pub sur les ad networks. Et puis bien sûr, dans votre métier, c'est, puisque très peu d'entre vous, a priori, monétisent à l'intérieur de l'app, au travers des stores. En revanche, vous monétisez, votre enjeu, c'est de générer plus de business, donc le commerce. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de réponses. On n'a pas encore d'ailleurs de réponse sur le commerce, mais on est en train d'y réfléchir, parce qu'avec le big data, on fait beaucoup de choses et le champ des possibles recule. En tout cas, les limites reculent de plus en plus. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est ça, c'est cette plateforme globale, hein, pour vous donner une vision la plus précise et en fait une vision de référence du marché. En termes de clients, alors vous voyez, on a traditionnellement pour la journée aujourd'hui, on a fait sauter notre première ligne qui en général c'est les gros gamers, hein, c'est comme ça qu'on a un peu commencé, on a toutes les grosses applications de jeux.
de la planète. Et en revanche, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir... alors, il n'y a pas encore beaucoup de Français, hein, vous voyez. Il y a les Américains à droite et à gauche, il y a les Chinois, il y a les Coréens de Coupang, mais il y a quand même deux Européens. Hein, et c'est tout à fait notable. C'est des clients récents, mais ça bouge très très fort, que ce soit chez Zalando ou chez Azos. Et puis, voilà, on est présent sur pratiquement toutes les verticales. Notre enjeu, et en particulier notre enjeu à nous avec l'équipe Europe du Sud, vous a pas échappé qu'on n'a pas beaucoup de HQ, de grands gamers. Alors, on en a quelques-uns, on a Ubisoft, Gameloft, etc. Mais notre enjeu à nous, c'était d'embarquer les grandes entreprises dans ce qui est aujourd'hui, pas la dernière étape, mais enfin la dernière étape du moment de la transformation digitale, qui est vraiment le mobile. Et donc, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on arrive à embarquer des gens comme France Télé, TF1, Radio France, LVMH, Air France, hier soir. Voilà, donc c'est vraiment parti. Hein, et voilà, on ne s'adresse pas que au mobile only, au mobile first. Un petit chiffre pour vous donner un petit peu, non pas le tournis, mais les enjeux qu'il y a derrière. En gros, on considère que sur l'ensemble des revenus générés sur l'ensemble des stores worldwide, à peu près 50% de ces revenus, je reviens un petit peu tout à l'heure sur les montants qui sont absolument gigantesques, sont générés par des clients à panier. Hein. Et on parle de centaines de milliards de dollars par an, hein, uniquement sur la partie in-app purchase. Voilà. On est donc ce tiers de référence, à la fois auprès de partenariats qu'on fait avec un certain nombre de grands boîtes de conseil, et on est aussi très utilisé dans les earning calls. Par exemple, le CFO d'Apple s'appuie sur nos données depuis 3 ans sur ses rapports annuels. Quand Line est passé en IPO, ils se sont appuyés sur nos données. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on est plutôt des gens sérieux, avec des données qui n'ont pas d'équivalent en termes de volume, de profondeur et d'accuracy. Alors, zoom sur les apps. Bon, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment tout ça, ce n'est pas une surprise pour vous, sauf que on a sorti donc nos 2 rapports intéressants en début d'année. L'un, c'était la rétrospective 2015, et puis l'autre, c'est son pendant, c'est le forecast 2020. Et on mettait en lumière un certain nombre de catégories qui sont les catégories reines. Alors, il y a beaucoup de noms en ligne, hein, les applications de dating, les applications de car sharing, de carpooling, les applications évidemment de shopping. On a mis en tout petit la partie gaming, hein, parce que c'est pas de ça dont je veux parler. Pour vous donner quand même quelques ordres de grandeur, aujourd'hui 85% des revenus générés worldwide sur les stores sont quand même encore générés par des applications de gaming. Ça va baisser en 2020, ce sera plutôt 75%. Ça veut dire que la croissance relative diminue. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de se développer sur le non-game, hein, et on est en plein dedans. Voilà, bon là je vais passer assez vite, mais voilà. Aujourd'hui, le mobile est vraiment au cœur de la stratégie digitale de pratiquement toutes les entreprises. Et évidemment, dans le retail, vous n'y échappez pas et vous n'y échapperez pas. En tout cas, il vaut mieux pas y échapper. Quelques chiffres, hein, je vous dis quand même que j'allais vous en donner. Là, on s'intéresse exclusivement aux downloads sur l'ensemble des stores, globalement. Hein, vous voyez, on parle vraiment de très très grands nombres. Hein, c'est des milliards de downloads. 2015, 112 milliards de downloads worldwide sur l'ensemble des stores. Presque 150 milliards de downloads en 2016, donc une progression absolument gigantesque. Et puis, x2, presque 300 milliards, 290 milliards de downloads à échéance 2020. Alors ça vient d'où? Ça vient évidemment des économies matures, mais ça vient aussi beaucoup des économies émergentes. Hein. Les pays africains, l'Inde, le Mexique, l'Indonésie, tout ça, c'est des pays qu'on regarde énormément parce qu'ils découvrent, en fait, ils accèdent à l'Internet directement via le mobile. Hein. Et ça, c'est absolument clé pour vous de l'intégrer. Et il faut être préparé parce que là, il y a une opportunité absolument gigantesque de capter des utilisateurs et d'en faire des clients, que ce soit des clients en ligne ou des clients que vous allez faire revenir sur les stores. Alors, là, j'ai 3 slides un peu plus, mais qui semblent très intéressantes. Un extrait d'un rapport plus global sur lequel on scanne beaucoup de pays. Là, on a fait juste un zoom sur les 3 grands pays de la zone Europe du Sud, donc Allemagne, France et UK. En bleu sont les applications de retail mobile, enfin
online first ou online only. Et en vert, ce sont les brick and clicks, enfin les plus classiques, je dirais, qui n'étaient pas forcément mobile ou online et qui sont en train d'enrichir leur stratégie. Alors, dans les deux cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une croissance, mais ce qui est quand même assez clair, c'est que la croissance relative et les valeurs absolues sont beaucoup plus fortes sur ceux qui sont online first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez beaucoup à apprendre en termes de best practice de ce qui se passe chez Wish, chez Amazon, chez tous ces gens-là, ou chez vente privée, etc. Alors, vous voyez les chiffres, on calcule le temps total passé sur les 10 premières applications de retail dans chacun des pays en millions d'heures. Et j'ai à peu près le même, enfin c'est pas la même, mais c'est une autre façon de voir les choses. Cette fois-ci, c'est le temps passé annuel en moyenne par un utilisateur d'applications de retail dans ces 3 pays. Pour vous situer, plus de 2 heures en France l'année dernière, presque plus de 3 heures cette année. Plus d'1 heure passée par jour, par an en plus, uniquement sur les applications de retail en France. J'ai un peu le sentiment qu'il y a là un gisement de valeur à exploiter. Dernier slide qui est un petit peu plus complexe, et là je vais aller assez vite, mais là on va s'intéresser au nombre de touchpoints. Combien c'est le nombre moyen de sessions par mois d'un utilisateur d'application de retail, et on a fait la même dichotomie, en bleu online first, en vert bricks and clicks. Donc si on accepte les Coréens du Sud qui sont un peu des malades de la connexion, avec pratiquement une connexion par jour en moyenne, on voit qu'en France, en Allemagne, là on a à la fois une croissance énorme, puisqu'on sait croissance entre 2015 et 2016 en year to year, et avec des volumes en termes de nombre de sessions par utilisateur qui sont très élevés. Ça veut dire quoi? 2 choses. D'abord, ça évolue plutôt vers la droite. Et les volumes augmentent et les fréquences augmentent. Donc là, pas besoin d'être un grand mathématicien pour savoir qu'il y a du business à faire. Et donc, voilà, là encore, les acteurs classiques, ayez un œil sur la planète, mais ayez un œil sur les acteurs ou nouveaux entrants, ou en tout cas mobile first, ou online first. Alors, pourquoi le marché a changé? On n'est plus, le marché il a changé, il est déjà là, on y est déjà. Certains logos vous sont peut-être un peu plus exotiques, mais d'autres sont plutôt très connus. Plusieurs choses là qui font que cette révolution, elle est plus qu'en marche, elle est déjà là. On considère aujourd'hui, c'est pas nous qui lisons, je crois que c'est Internet Retailer, 220 milliards de dollars vont être générés sur les applications mobiles en 2016. Plus 53% par rapport à 2015, donc 220 milliards de dollars. Je ne vais pas vous donner le tournis avec ces chiffres-là, mais c'est énorme. Là-dessus, Forrester dit, en gros, sur les transactions online, en retail, il y en a 44% qui sont faites sur le mobile. À l'intérieur de ça, 31% des sales, des ventes, sont générées par le mobile. Et ça ne fait que augmenter. Nous, on dit depuis longtemps chez Apani, mobile eat the web. Et on le dit, mais on le prouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quelques copains là qui sont dans des postes de CDO. Voilà, on a dépensé beaucoup d'argent sur le mobile web. Maintenant, on va se mettre au mobile. Non, je veux dire, il faut y être absolument. Ce qu'on a dépensé sur les 10-15 dernières années, il est grand temps de se mettre en ordre de marche pour pas forcément dépenser plus, mais en tout cas dépenser plus intelligemment. Et c'est ce qu'on essaie d'aider à faire à nos clients. Voilà, je vais accélérer un petit peu là-dessus. Aujourd'hui, ça se structure. On a tout un ensemble d'acteurs qui se spécialisent et on aura, je crois, des témoignages là, très précis sur pratiquement chacun des sujets. Les grands accélérateurs, c'est les paiements, c'est tout ce qui est autour du retail complement, donc le couponing, les applications de fidélité, au-delà effectivement des grandes marketplaces. Donc ça, forcément, quand on s'appelle Auchan, quand on s'appelle Carrefour, quand on s'appelle Boulanger, quand on s'appelle Leclerc, évidemment, on doit avoir ça en tête du matin au soir, du soir au matin. Comment, dans tout ça, alors, je dirais là, c'est pas des chiffres, c'est plutôt basé sur notre expérience et sur notre analyse de nos données worldwide. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas?
une des grandes façons d'utiliser nos données, c'est justement pour se benchmarker par rapport à la concurrence, identifier des best practices et, si possible, les utiliser. Alors, il y a des règles. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas une place infinie sur les smartphones. Donc, c'est un vrai privilège d'avoir son app dans les apps préférées. Et ça, faut pas le considérer comme acquis. C'est vraiment une chance et il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Et c'est un effort quotidiennement. Alors, des règles de base, première chose, avoir une application qui soit cohérente, qui ne bouffe pas la batterie, qui ne soit pas super intrusive, qu'on n'envoie pas des notifications dans tous les sens. Sinon, la sentence, elle est immédiate, et pas uniquement chez les millennials. Ensuite, établir d'abord, ce n'est pas garanti non plus, établir et renforcer en permanence la confiance. On parle de paiement, on parle de choses qui sont assez affectives, donc on confie quand même pas mal de choses à son application de retail. Donc il faut que ce soit absolument sécurisé. Et puis, troisième point, il faut renvoyer l'ascenseur. Donc là, mettez en place des choses qu'ont mis en place les grandes compagnies aériennes depuis longtemps, enfin voilà, du rewards, et ça se développe énormément. Il faut l'intégrer dans votre stratégie. Ensuite, si on parle de user acquisition, qui est quand même un des nerfs de la guerre, avant de commencer à faire du business, il faut avoir des utilisateurs. Là aussi, il y a des règles. On peut faire le malin et passer à côté. Il peut y avoir des cas d'école. Nous, sur les grands nombres, on voit que globalement, si on fait bien son boulot, si on respecte à peu près les règles, ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups, mais au moins, on augmente les chances de gagner. Donc là, une des règles toutes simples, et je pense que parmi d'entre vous, il y a peut-être des spécialistes du Head of Mobile qui passent leur vie à faire de l'App Store Optimization. Qu'est-ce que c'est que l'ASO? C'est vraiment le grand frère du SEO. Sauf que c'est beaucoup plus contraint. On a très peu de métadonnées possibles sur iTunes Connect ou sur Google Play pour décrire son app. Donc c'est la guerre des mots-clés. Donc il faut trouver des mots-clés qui soient à la fois un bon mix entre est-ce que j'augmente mes chances d'être dans les 10 premiers quand je fais une recherche, et puis en même temps, est-ce que ça va être des mots-clés pertinents, donc avec des ratios un peu. Bon, tout ça, on accompagne avec des outils pour piloter tout ça. Et l'ASO, ce n'est pas que une histoire de mots-clés, c'est aussi avoir un œil en permanence sur ce qu'on appelle les reviews, comment est-ce que les gens notent vos apps. Les vôtres, mais surtout celles des concurrents. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Tiens, j'ai vu que Amazon vient de faire un truc pas mal. Il faudrait que j'en prenne un peu, que je réfléchisse à ça, et je fais une nouvelle version et je vois si ma nouvelle version me génère ou pas. Et ça marche. Globalement, ça marche. C'est tout bête, mais c'est un vrai boulot en fait au quotidien. Deuxième sujet, être capable d'être ou générer en fait le fait d'être ce qu'on appelle featured sur les stores. Ça, c'est absolument clé, là aussi, grosse bagarre. Petite anecdote, on a signé il y a quelques temps avec des gens, vous avez peut-être entendu parler, c'est des gens qui ont 30 ans à peine, Zenly, superbe application de micro-géologue qui permet de retrouver ses copains à Solidez ou à Rock-en-Seine ou sur les pistes de ski. On les avait vus, ils venaient de lever 10 millions chez Xavier Niel au début de l'été. Et d'un seul coup, ils se sont fait featured sur 120 pays dans l'App Store. Ils ont quasiment été convoqués manu militari par l'App Store. Résultat des courses, ils ont levé en 28 jours, ils ont levé 22 millions de dollars cet été. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'idée et l'importance de ce que c'est que d'être feature. Alors, il y a des règles, ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups, mais là aussi, il faut travailler, il faut les connaître, il faut les accepter. Il faut aussi, là, regarder, et là aussi on a des outils pour vous aider à le faire, pour maximiser vos chances d'être sur les bons ad networks. Qu'est-ce que fait ma concurrence directe? Qu'est-ce que fait la concurrence plus indirecte? Comment est-ce que je choisis mon ad networks en fonction de ma cible, en fonction de mes cibles? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi regarder. Autre énorme business, c'est la publicité à l'intérieur des apps. Ensuite, c'est avoir une exécution absolument parfaite. Il n'y a pas droit à l'erreur, en gros. Vous êtes en compète devant le monde entier. Donc, encore une fois, ce n'est pas un boulot d'amateur. On pouvait faire des sites web un peu bricolos et fonctionner quand même il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé à faire du web. Aujourd'hui, la moindre appli, la sanction est immédiate si on n'a pas, en termes de user experience, d'interface utilisateur, UX, UA comme on dit,
Par exemple, sur le push notification, il ne vous a pas échappé qu'avec iOS 10, maintenant vous pouvez faire ce qu'on appelle du rich push notification. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir pousser une notification très fine avec de la vidéo, de l'audio, du GIF animé. Et vous avez tous eu cette expérience d'avoir des pushs complètement intrusifs. Et puis à côté de ça, des pushs presque affectifs. Et ça fait mouche pratiquement à chaque fois. Un des grands sujets, moi j'étais hier au Web Forum, peut-être certains d'entre vous y étaient à Paris, pratiquement tout le monde y allait de son couplet sur l'intelligence artificielle et les chatbots et l'arrivée du conversationnel à l'intérieur des applications mobiles. C'est absolument clé. Ce n'est pas du tout quelque chose, comme on a tendance à le dire, qui va annoncer la fin des apps, mais au contraire, ça va être un super accélérateur. Donc là, vous avez, grâce à la techno, la possibilité de pouvoir converser, nouer une relation, apporter des services supplémentaires à votre utilisateur pendant qu'il est dans cette période un petit peu tendue quand même au moment de l'achat. Et donc, vous allez pouvoir le réassurer. Et voilà. Ensuite, bon, alors après, voilà, c'est des choses que vous maîtrisez, hein, évidemment, mais il faut le faire. Encourager l'achat d'impulsion, ce que fait très bien, par exemple, Vente Privée. Avoir également la capacité à proposer de préparer son arrivée dans le store, en ayant par exemple, là, je crois que c'est Argos, qui propose... non, c'est bon, vous m'entendiez depuis le début, j'espère, parce que d'un seul coup, j'ai un écho. Argos qui propose en fait à ses utilisateurs via son app de préparer, d'avoir une vision sur les pré-stocks en magasin. Et enfin, je crois que c'est le dernier là-dessus, on a entre les mains un outil fabuleux, hein, qui est un ordinateur dont on n'aurait même pas rêvé il y a 5 ans. Et avec des possibilités absolument géniales. Évidemment, le paiement, hein, absolument clé. Alors, ce n'est pas que en Asie du Sud-Est, c'est clé chez nous aussi. Mais le paiement, avec toutes ses formes, je veux pas non plus... je crois qu'on va avoir des talks là-dessus. Je voyais ce matin, tout à l'heure, là, en prenant le train sur BFM Business ou BFM Télé, possibilité maintenant de payer juste par reconnaissance faciale. Je prends une photo, on sait que c'est moi, je n'ai même pas besoin de sortir rien du tout. Et ça, c'est un accélérateur incroyable. En Chine, avec Alipay, vous sortez rien du tout et vous êtes directement connecté. L'iPhone, accessoirement, c'est un GPS, c'est un appareil photo, c'est un scan. Voilà. Je crois que c'est Sears qui a mis en place des systèmes de chasse au trésor à l'intérieur de ces magasins aux États-Unis, où vous avez des codes, des QR codes cachés, et vous allez les récupérer, etc. Bon, plein de sujets. Il ne vous a pas échappé non plus que cet été, il s'est passé un truc marrant avec Pokémon Go. Je crois d'ailleurs savoir, ou je ne sais pas si c'est chez Auchan ou chez Carrefour, c'est peut-être un peu tout le monde, où les gens s'est dit, tiens, on va peut-être en profiter pour essayer de surfer un petit peu sur la vague et faire des Pokéstop à l'intérieur de nos magasins. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ouvert la voie. Ils ont montré qu'en rajoutant, c'est pas que ça leur succès, mais en rajoutant une techno de plus qui est la réalité augmentée, eh bien, vous allez pouvoir inventer des nouvelles expériences utilisateurs, recapter des cibles qui n'étaient peut-être pas forcément les vôtres. Et là, inspirez-vous de tout ça. Également, le social commerce, en tout cas le social shopping, genre Pinterest par exemple, intègre des solutions de shopping dans leurs apps. Et ça, je pense que ça fait aussi partie ça doit faire partie de votre écosystème, me semble-t-il. Alors, puis je terminerai là-dessus. Si je reviens un petit peu sur le cheminement, hein, d'un éditeur d'application, voilà, nous on a en fait à tous les étages une offre qui est absolument encore une fois une offre absolument unique, hein, sur le marché. Le vaisseau amiral, c'est Store Intelligence, c'est qu'on va récupérer tout un tas de données, on analyse des données publiques des stores, on est plugué en permanence là, sur 6 millions d'apps, puis on a 1 million d'apps qui sont chez nous connectées, et on va vous permettre d'avoir une vision très précise, globale, micro-locale, du nombre de downloads et de revenus par application. Puis ensuite, User Intelligence, que font les gens à l'intérieur des apps, et qui sont-ils, hein, des informations démographiques. Quels sont les niveaux d'affinité et d'adhérence d'une application par rapport à une autre, hein, comment mes utilisateurs se comportent, quelles sont les autres apps qu'ils utilisent dans mon écosystème ou ailleurs. Forecast Intelligence, donc là on va pouvoir s'intéresser au futur. Et puis Marketing Intelligence, c'est le dernier produit qu'on a sorti cet été. C'est toute la partie suivi des dépenses revenus, les vôtres, mais surtout de ceux de concurrents en termes d'advertising. Voilà. Là, je vais aller assez vite, mais globalement, on a des réponses à peu près à tous les étages de l'entreprise, des réponses marketing, des réponses en termes d'investissement sur du M&A. Vous avez vu qu'on a beaucoup de VC, de hedge funds qui scannent nos données.
à la recherche des signaux faibles pour investir sur la prochaine pépite qu'on va pouvoir intégrer. Des réponses corporate, des réponses business développement et produits. Et pour faire tout ça, on est un peu plus de 450 aujourd'hui. La société a été créée par Bertrand, qui est un Français, en 2010. Il est allé la créer à Pékin. Et puis aujourd'hui, à la faveur des 5 levées de fonds, on est dans 15 pays, donc avec une couverture complètement globale, d'où cette vision qu'on vous apporte, absolument unique. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Pour vous situer, on a sur les 450 personnes, 200 personnes dans l'équipe technique. C'est à peu près 6-8 fois plus gros que un de nos concurrents majeurs. On a fait plusieurs acquisitions d'Istimo il y a 2 ans. Mobidia, qui était à Vancouver, qui nous permet de développer des applications, toute une chaîne d'applications internes qui nous permettent d'avoir des panels d'utilisateurs en plus de tout ce qu'on fait par ailleurs. Et puis récemment, en mars, Appscotch, qui est une société californienne, qui a été le point de démarrage de notre produit Marketing Intelligence. Voilà, je pense que j'ai largement dépassé le quart d'heure, non mais... Oui, si mon micro fonctionne. Oui, effectivement. Mais comme tu me faisais pas. C'est pour ça que je me rapproche subtilement depuis. Hier, au forum, il y a une petite musique qui. Non, mais c'est pour ça. Je vais me mettre au fond de la salle, je vais chanter la prochaine fois, pas de souci. Non, mais c'est tout bon. Merci beaucoup, Thierry, en tout cas. Merci. La présentation était très intéressante.